Bonjour à tous et bienvenue à ce panel sur stimuler l'innovation par l'entrepreneuriat scientifique. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour couvrir ce sujet très intéressant, très important. Alors, à l'automne dernier, on a publié notre premier rapport sur l'entrepreneuriat scientifique au Québec. Et cette recherche nous a permis d'identifier la première entreprise qui est toujours active aujourd'hui, qui a été fondée, basée sur des travaux universitaires. Donc, c'est une entreprise qui a été fondée en 1995 et qui est issue des travaux de l'Université McGill. Depuis, nous avons près de 200 entreprises qui ont été créées et qui sont toujours actives aujourd'hui, ce qui nous donne un taux de survie d'environ 68% de ces entreprises. Alors, notre intérêt particulier pour l'entrepreneuriat scientifique est lié à tout ce que ces entreprises vont amener dans notre écosystème, que ce soit la création d'emplois de qualité, les collaborations de recherche qu'elles poursuivent au-delà de leur création avec les institutions de recherche pour développer de la nouvelle propriété intellectuelle, mais aussi les collaborations qu'elles entretiennent avec les autres entreprises de l'écosystème pour développer les produits. Et ça, c'est sans compter tout le rayonnement que ces entreprises nous amènent avec leur présence sur les différents continents pour vendre leurs technologies, leurs produits sur les marchés étrangers. Alors, stimuler l'entrepreneuriat scientifique va également apporter beaucoup pour l'économie du Québec. C'est un enjeu de taille pour lui permettre d'avoir un leadership international en augmentant la masse critique d'entreprises innovantes. Pour cette raison, nous avons sur notre panel aujourd'hui 3 catégories d'acteurs clés pour permettre cet entrepreneuriat scientifique-là. Donc, les gouvernements, l'industrie et les universités. Alors, avec nous aujourd'hui, M. Quirion, qui est notre scientifique en chef, qui va venir nous rejoindre. Il est en train de terminer une autre séance, donc il va arriver sous peu. On a M. Benoît Boulay, qui est vice-recteur associé à l'Université McGill en innovation et partenariat. Monsieur Simon Chouinard, qui est directeur général de l'incubateur universitaire Entrepreneuriat ULaval. Et Monsieur Mathieu Champagne, qui est cofondateur de l'entreprise Blick Photonics, une entreprise SME de l'Université Laval. Alors, pour débuter notre panel, je vais demander à chacun des intervenants de nous présenter son rôle en matière d'innovation et d'entrepreneuriat dans l'écosystème. On va commencer avec M. Boulay. M. Boulay, comment les universités, les vice-rectorats peuvent aider à stimuler l'entrepreneuriat scientifique et l'innovation? Merci Sophie. Il y a beaucoup de choses à faire, je pense, dans les universités pour stimuler l'innovation qui est basée sur la recherche et la technologie qu'on les développe. Moi, je suis vice-recteur associé à l'innovation et au partenariat, donc de l'Université McGill. Et je viens de la faculté de génie, je suis un professeur de génie électrique. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas nécessairement naturel pour les professeurs dans le milieu académique de pousser jusqu'à l'innovation, c'est-à-dire d'amener une idée au marché qui est quand même très important pour toute économie là, qui se respecte. Et donc, il y a plusieurs choses qu'on doit faire en commençant très tôt par la culture du milieu académique, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on valorise, par exemple, l'innovation dans le CV d'un chercheur, exemple. Donc, nous, à l'Université McGill et sûrement d'autres universités au Québec, au Canada, on a signé la déclaration DORA, qui est Declaration on Research Assessment. Donc, comment est-ce qu'on évalue l'impact et la performance des chercheurs? Ce qui était traditionnellement souvent basé sur les publications, les citations, le H-index, tout ça. Mais bien évidemment, il y a beaucoup plus d'impact que les gens peuvent avoir que ça. Et ça s'applique, je dirais, à juste certaines formes de scientifiques ou de chercheurs. Donc, alors, la première chose à faire, c'est de changer un peu la culture de ça. Comment est-ce qu'on valorise les gens? OK? Et puis, de valoriser justement l'effort d'innovation. Donc, oui, c'est le fun d'avoir un succès, mais c'est bien aussi d'avoir un échec, mais d'avoir essayé. Donc, il y a une valeur dans l'essai de passer du laboratoire au milieu commercial qui doit être reconnue.
Et aussi les brevets, tout ça. Donc, mais pas seulement les brevets, parce qu'un brevet, c'est un peu comme une publication. Se pousser un peu plus. Ensuite, je dirais que il faut célébrer les succès aussi. Il faut vraiment en parler, il faut célébrer, il faut avoir des centres d'innovation dans l'université qui est un petit peu dans la face du monde, on va dire. Et puis, on fait beaucoup d'événements, de célébrations, de succès, tout ça. Ce qui fait que c'est comme un effet d'entraînement. Et les gens disent, si tel professeur a été capable d'amener cette technologie au marché, peut-être que je serais capable aussi, etc. Puis ça se parle, et on fait d'ailleurs des genres de community of practice. Ensuite, il faut mettre de l'argent aussi. Il faut mettre de l'argent parce que ce qu'on appelle le deep tech en anglais, c'est quand même, ça prend beaucoup d'efforts. Passer d'une molécule potentielle, par exemple, pour le biopharmaceutique à des tests cliniques, c'est quand même très long, très coûteux. Donc, on a des fonds de pas de recherche, mais plus d'innovation qui vont permettre aux chercheurs de continuer leur développement dans leur laboratoire, mais avec une vue commerciale plutôt que de penser research papers et articles scientifiques. Alors, il y a ça aussi. Donc, on a créé le McGill Innovation Fund, on a créé le McGill Engine Center for Technological Innovation. On a le Dobson Center for Entrepreneurship. Donc, il y a l'esprit d'entrepreneuriat aussi qui est super important là-dedans, puisqu'on parle plus d'entrepreneuriat que de licence, là, ici. Alors, il faut à peu près tous ces éléments-là et le faire constamment et mettre les succès de l'avant et voir qu'il y a une progression. Et ensuite, la communauté commence à se former. Et donc, les gens qui ont eu du succès reviennent, on leur demande de venir, disons, animer des colloques avec la communauté, même de donner financièrement pour des... alors, c'est un peu comme ça qu'on le voit, qu'on le fait. Tout ça bouge en même temps et ça s'accroît, on pense. On pense que ça marche bien présentement. Il y a de plus en plus d'attrait là, du milieu aussi, autour du milieu de l'innovation, des écosystèmes à Montréal, au Québec, au Canada, qui regardent ce qu'on fait, puis qui ça amène beaucoup plus de VCs, d'investisseurs privés et aussi publics. Là. Donc, c'est ça. Bien, merci beaucoup. On comprend mieux le rôle des vice-rectorats à la recherche et à l'innovation là, pour les universités. Du côté des incubateurs, M. Chouinard, c'est quoi le rôle, puis comment vous faites pour stimuler l'entrepreneuriat scientifique? Merci beaucoup, Sophie, pour la question. Alors, je vais commencer, en fait, par distinguer les incubateurs et, comme Benoît vient juste de le dire, des centres d'entrepreneuriat universitaire. Le centre d'entrepreneuriat universitaire est une structure qui va être dédiée à l'intérieur de l'université pour faire la promotion, la sensibilisation et l'éveil à l'entrepreneuriat, pas que scientifique, mais évidemment scientifique aussi. Il faut se reporter à plusieurs années là pour voir apparaître des structures dédiées à ça dans les universités, ce qui n'était pas acquis là au départ, là, d'avoir des gens qui font ça, qui se lèvent le matin, puis c'est ça qu'ils font dans la vie. Quand tu enseignes, que tu fais de la recherche, que tu publies des papiers, que tu fais du transfert technologique ou des licences ou etc., c'est pas acquis que tu as le temps de faire ça. Alors, ça prend des gens qui organisent ces structures-là, puis qui trouvent le financement, puis qui les font vivre. Alors, les centres d'entrepreneuriat universitaire, donc je disais, font la promotion et la sensibilisation, l'éveil, offrent des formations de base et font une certaine animation de la communauté universitaire vers l'entrepreneuriat. On peut penser à l'Université Laval, donc nous avons Entrepreneuriat U-Laval. Entrepreneuriat U-Laval qui est le centre d'entrepreneuriat universitaire, mais qui joue aussi le rôle d'incubateur. Le centre d'entrepreneuriat universitaire doit faire des connexions avec les vice-rectorats à la recherche, avec les bureaux de transfert technologique, et donc un rôle de connecteur aussi, et de repérage. Hein. C'est un rôle d'avoir des tentacules, si on veut, sur tout le campus pour aller voir où se fait la recherche, dans quel domaine de force, dans quel domaine qui peuvent donner lieu à des occasions de valorisation et de transfert vers des startups ou des transferts technologiques. Maintenant, si on prend le centre d'entrepreneuriat universitaire et qu'on migre tranquillement vers
l'incubateur, parce qu'il y a une petite zone grise à un moment donné là, entre les deux, c'est que le Centre d'entrepreneuriat universitaire peut offrir des programmes d'accompagnement. Et donc, dans les programmes d'accompagnement, on regarde dans la chaîne de valeur de l'innovation, on le conçoit un peu comme ça, il y a des programmes qui touchent l'idéation d'entreprise. Il y a des programmes qui touchent la validation de l'opportunité d'affaires et d'autres qui touchent la validation du modèle d'affaires. Alors, chez nous, à l'Université Laval, on a la chance de sensibiliser aux alentours de 4 à 5 000 personnes par année, que ce soit des étudiants gradués ou des professeurs. Et on rencontre 4 à 500 personnes par année pour les informer sur les ressources disponibles à eux s'ils désirent entreprendre. Parce que, comme tu disais tantôt quand on se préparait, les scientifiques, en général, ils savent pas par où commencer pour entreprendre. C'est pas naturel. Alors, il faut offrir cet écosystème de support-là pour les guider et les aiguiller depuis le début. On travaille en collaboration avec le Programme québécois d'entrepreneuriat scientifique. C'est un programme pan-québécois et même pan-canadien avec le Lab to Market Discovery à éduquer, si on veut, les scientifiques à l'entrepreneuriat. Et on travaille avec des initiatives comme Lab to Market Validate et Lab to Market Launch. Puis l'incubateur comme tel, parce qu'un incubateur, à un moment donné, il y a une ligne là qui démarque le centre d'entrepreneuriat et l'incubateur, c'est d'avoir un processus de sélection rigoureux qui sélectionne en fonction de secteurs stratégiques et qui a une portée régionale également. Et là, l'incubateur va fournir des ressources d'accompagnement, des coachs, des experts, des conseillers, de l'aide à la protection de l'API ou à l'obtention des licences, du financement, de l'accès au capital et de l'accès à de la connexion. Donc, chez nous, à Entrepreneur U-Laval, pour ce qui est de la portion incubation, on a une trentaine d'entreprises actuellement dans l'incubateur et on en a 12-13 qui sont en medtech et biotech. C'est un secteur qui s'est développé beaucoup dans les dernières années. Il y a vraiment un secteur de force là-dedans. Et comme vous le disiez, Benoît, tout à l'heure, ça prend du temps. C'est dans la durée. Donc, l'accompagnement de ces projets-là, il faut que ça se fasse dans la durée. Il faut accepter que le time to market, le temps de faire la maturation technologique et d'arriver au marché, c'est long. Et il faut avoir les bonnes ressources tout au long du processus. Évidemment, on travaille avec Axelis, société de valorisation, et avec un paquet de partenaires là, pour avoir la bonne ressource au bon moment. On y reviendra tantôt, j'imagine, dans la discussion. Très bien. Et parmi ces entreprises-là, on a un beau succès avec nous. Alors, on a Mathieu Champagne, qui est notre cofondateur de l'entreprise Blick Photonics. Monsieur Champagne, qu'est-ce que ça a de spécial, une entreprise SME d'une université? Merci beaucoup, Sophie, pour la question. En fait, j'ai découvert l'entrepreneuriat scientifique il y a une dizaine d'années en terminant mes études en administration des affaires à l'Université Laval. J'ai découvert le secteur de force pour la Ville de Québec, mais aussi pour l'Université Laval, le secteur de l'optique photonique. Je me suis à l'époque, en 2015-2016, associé avec un chercheur de l'Université Laval en physique. Puis on a fondé Blick Photonics qui se spécialise dans la fabrication de systèmes de microscopie et de modules optiques pour le secteur des sciences de la vie, mais aussi pour le secteur industriel. J'ai aussi été en contact avec de nombreuses collègues et de nombreux collègues en entreprise scientifique, peut-être une vingtaine au travers des années que j'ai pu suivre, ce qui m'a donné quand même un petit échantillon des particularités des entreprises scientifiques. J'ai vu des entreprises qui ont besoin d'équipes complémentaires parce que non seulement une entreprise scientifique, je dirais, c'est toute la complexité des entreprises traditionnelles, mais en y ajoutant le besoin d'innover rapidement pour effectuer la maturation technologique qui est nécessaire à même l'entreprise pour pouvoir éventuellement commercialiser le produit et souvent dans la valeur ajoutée unique qu'amènent ces entreprises-là, on y voit une internationalisation qui est rapide. On a donc besoin d'une équipe, d'un noyau dur qui est solide puis qui a des expériences et compétences qui sont variées et complémentaires. Donc, j'ai d'abord observé ce besoin-là au niveau de la formation des équipes entrepreneuriales, puis ensuite, le besoin de temps pour la maturation amène aussi, je pense, des besoins en financement qui sont différents, qui permettent de faire cette maturation-là pour arriver à un point où les investisseurs technologiques traditionnels
peuvent y trouver leur compte dans ces investissements-là qui, au départ, lors de la formation des entreprises scientifiques issues de la recherche, sont souvent jugés comme étant trop risqués, trop complexes. Donc, je vois ce besoin-là d'adapter le financement aussi. Mais devant toute cette complexité-là, je vois aussi des entreprises qui ont énormément de valeur ajoutée pour nos écosystèmes puis nos sociétés. Quand on pense à la création de secteurs de force, on en a un peu partout au Québec, qui naissent de la valorisation des innovations issues des universités et centres de recherche. Puis l'internationalisation rapide, la création d'emplois à valeur ajoutée. Donc, je vois vraiment des entreprises qui sont différentes, qui sont à la fois complexes, mais qui ont beaucoup de retombées pour nos sociétés. Bien, merci beaucoup. Je vois que M. Quirion est arrivé, alors on va accueillir M. Quirion parmi nous. Alors, bienvenue, M. Quirion. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous met tout de suite sur la sellette en arrivant en vous demandant quel est le rôle du scientifique en chef dans cette mouvance-là de stimuler l'innovation par l'entrepreneuriat scientifique. Oui, tout d'abord, je m'excuse là pour le retard, mais dans l'autre salle, il y a une session des fonds de recherche du Québec, beaucoup en lien avec l'intelligence artificielle, tout le digital, la culture numérique. Et jusqu'à un certain point, ça relie quand même à l'entrepreneuriat scientifique aussi, là, parce que plusieurs entrepreneurs, jeunes entrepreneurs qui ont créé des compagnies en lien avec l'intelligence artificielle au cours des dernières années. Et peut-être un des éléments, il a peut-être un peu dans la photonique aussi, un des éléments qu'on doit de plus en plus considérer dans ce secteur-là, dans le secteur du numérique, c'est l'impact dans la société, l'acceptabilité sociale de ces technologies-là. Donc oui, tout ce qui a probablement été discuté en termes de financement, etc., mais aussi d'avoir de plus en plus là un lien avec la société civile, des expertises en sciences sociales, en sciences humaines, pour être capable d'aller plus loin en termes éventuellement de maturation de compagnie, maturation de produits. Rôle du scientifique en chef, le lien entre l'académique et le secteur privé. Ben là, je reviendrai à la stratégie québécoise de recherche et innovation, au carré, la fameuse SQRI 2. Vous en avez peut-être déjà parlé auparavant. Mais dans la stratégie québécoise, dans cette nouvelle, la nouvelle maintenant est à 2 ans, à mi-parcours, une nouveauté, on fait une expérience. On a un trio de l'innovation, des 3 mousquetaires qu'on s'appelle. Donc là, mon rôle, moi, qui est plus au niveau académique, recherche en milieu académique, faire des ponts vers l'innovation, vers le secteur privé. Et là, du côté innovation, Luc Sirois, innovateur en chef. Et le troisième aspect qui est très important, vous en avez peut-être parlé un peu aussi, mais l'aspect éventuellement de commercialisation. Très souvent, lorsqu'on parle entre nous, c'est par exemple si, comme gouvernement, on investit $1 en recherche dans les milieux académiques, il faudrait investir probablement $3 du côté de l'innovation et $10 en commercialisation. Et ça, on n'est pas très bon. Au Québec ou au Canada, cet aspect-là. Et dans l'expérience qu'on fait, si ça marche un petit peu, ce trio-là, plus cette circularité-là, ben les revenus qu'on pourrait tirer de la commercialisation, lorsque le gouvernement est un partenaire dans la compagnie, seraient réinvestis en recherche académique. Donc ça, on espère que ça va marcher. Donc ce qu'on essaie de faire, nous, et j'ai entendu parler un peu d'Axelis, là, une des structures qui a été créée récemment, mais ce qu'on essaie aussi, et je pense qu'à l'Université Laval, là, ça a été mentionné, ils le font aussi très, très bien, l'entrepreneuriat scientifique, c'est comme autre chose. Ça s'apprend. Mais il faut avoir des formations pour les jeunes qui sont intéressés à aller vers ça. Donc, l'Université Laval, le HEC, Concordia ont développé différentes façons de faire. On est partenaire dans plusieurs cas. Et on essaie maintenant aussi d'avoir plus d'appui, plus de support pour les jeunes qui voudraient faire ça. Par exemple, un programme que dans notre jargon on appelle Postdoc +2. À la fin d'un doctorat ou d'un postdoc, ben,
la personne peut avoir accès à du financement additionnel pour démarrer sa compagnie. Mais il faut faire davantage, parce que très souvent, ce qu'on a à date, ma critique, je dirais, de ce que l'on fait nous-mêmes au gouvernement du Québec, jusqu'à un certain point, de démarrer une compagnie, c'est difficile, là, mais c'est pas nécessairement si compliqué. C'est de la faire vivre à long terme. Et c'est là qu'on a encore beaucoup de défis là, en termes de passer d'académie à innovation et, comme je disais, à commercialisation. Donc, on essaie d'avoir de nouveaux programmes pour favoriser aussi la commercialisation au travail Investissement Québec dans ce cas-là. Bien, merci beaucoup. Alors, on comprend mieux les rôles de chacune des catégories des intervenants qui soutiennent l'entrepreneuriat scientifique. Alors, si on passe maintenant à la session qui est plus avec des échanges, je vais commencer avec vous, Monsieur Quirion. Je vais vous demander, du point de vue des gouvernements, ce que la littérature nous dit, vous nous direz si dans la pratique ça fonctionne aussi comme ça, là, c'est que pour qu'il y ait plus d'entrepreneuriat scientifique, il doit y avoir plus de collaboration entre les universités et les entreprises en matière de recherche et développement. Et ces collaborations-là vont faire que les étudiants vont être davantage en contact avec l'industrie, ils vont davantage comprendre les besoins du marché, ils vont être plus sensibilisés à peut-être entreprendre la voie de l'entrepreneuriat scientifique. Donc, dans cette lignée de pensée-là, comment les gouvernements favorisent-ils les collaborations entre les universités et l'industrie? Une bonne question. Vous en avez peut-être déjà discuté un petit peu. Et je dirais, certains étant au ministère, les fonds de recherche sont basés au ministère et mon rôle au ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie. Donc, on discute beaucoup de tout ça. Mais en même temps, on a certains collègues dans les milieux académiques, dans le milieu universitaire, qui sont moins positifs par rapport à ce genre de lien-là avec le secteur privé, que ce soit des petites moyennes entreprises ou des grandes, en disant qu'on instrumentalise l'université. J'ai vécu ça passablement depuis 2-3 mois, là, avec le projet de loi 44, qui est maintenant une loi, là, mais il y avait une certaine inquiétude de ce côté-là. Donc, je pense qu'il faut démontrer la valeur ajoutée de ce genre de collaboration-là. Et bien sûr, il y a toutes sortes de règles. En photonique, par exemple, ce qui s'est fait à Québec, c'est tout simplement fabuleux. L'intelligence artificielle sur Montréal, mais ailleurs aussi. Donc, je pense qu'il y a moyen de s'assurer que tout est très ouvert, et que finalement, on cache rien, que les chercheurs en milieu universitaire ont vraiment des liens, tout est bien signé, approuvé par l'université, conduite responsable en recherche, éthique et tout ça. Donc, ça fait partie de notre rôle. Et en même temps, on ne doit pas forcer personne à faire ça non plus. S'ils veulent pas le faire, puis faire leur recherche plus académique, c'est correct aussi, là. La liberté académique en milieu universitaire, c'est vraiment, il y a une loi qui est là. Il faut la respecter. Mais c'est peut-être trouver de nouvelles façons. Et, par exemple, avec Axelis ou avec ce que nous, on essaie de faire là, avec des programmes de bourse, des courts stages dans les compagnies, c'est peut-être de donner le goût à l'industrie et de donner le goût aux jeunes étudiants, par exemple, de penser peut-être aller vers création de nouvelles entreprises, aller vers l'entrepreneuriat scientifique. Bien sûr, au Québec et au Canada, la très, très grande majorité de nos entreprises, c'est des petites et moyennes entreprises, qui souvent ont pas beaucoup de moyens ou de connaissances pour aller vers de l'innovation, vers l'entrepreneuriat scientifique. C'est un peu le défi qu'on a aussi au niveau du trio de l'innovation, de valoriser ça davantage et de dire, bon, peut-être qu'on peut appuyer un étudiant qui va aller faire un stage de 6 mois, d'un an dans votre compagnie. Au point de départ, certaines PME vont dire, oui, les chercheurs, ils arrivent chez nous, puis ils nous font perdre notre temps. Mais quand ils vont, puis ça marche un peu bien, ils trouvent des emplois et ça permet d'aller plus loin, d'aller vers l'innovation. Mais on doit quand même, dans les PME, trouver de nouvelles façons d'être plus dynamique de ce côté-là. Et aussi, je dirais, peut-être les collègues vont être capables de donner beaucoup plus de détails, là, de simplifier tous les processus. Il y a encore trop de paperasse avec les genres de programmes qu'on a. C'est compliqué. Souvent, les petites et moyennes entreprises se disent, bon, je perdrai pas mon temps à faire ça, c'est trop lourd. Monsieur Boulay, on fait ça comment quand on est responsable du vice-rectorat innovation, tout ce que Monsieur Quirion vient de mentionner? J'aime bien ce que Rémi a dit.
par rapport aux étudiants qui ont des stages, par exemple, parce que l'innovation se passe beaucoup par l'éducation de nos étudiants qui, en fait, on leur enseigne un peu ce que nous, on a trouvé en recherche, là, les professeurs. Donc, eux, ils sortent avec des nouvelles idées et ils les amènent dans l'industrie. Donc, je pense que la majorité de l'innovation dans les universités se passe comme ça, c'est-à-dire qu'on éduque une nouvelle génération de personnes qui vont travailler en industrie, qui ont des nouvelles idées, qui ont des nouveaux outils, je dirais. Mais pour ce qui est des collaborations avec les entreprises, donc nous, ce qu'on a fait à McGill, c'est qu'on a structuré le bureau de l'innovation et partenariat pour avoir des gens qui sont qu'on appelle Industry Liaison Officers. Donc, il y en a certains qui sont coursiers d'innovation d'Axelis. Et eux, leur job, c'est vraiment d'organiser des meetings entre des chercheurs et des compagnies. Et puis, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il y en avait beaucoup de meetings, mais il y avait un seul meeting souvent, puis ensuite, ça tombait un peu au neutre. Eux, mais ce qu'ils doivent faire, en fait, c'est de dire, bon, il va y avoir un deuxième meeting, et là, on va s'asseoir, on va vraiment lister les idées. Ça prend un follow-up, parce que sinon, c'est bien beau de se parler pendant 1 heure avec des compagnies, mais si ça s'évapore au bout d'1 mois, ben, pourquoi avoir fait ça? T'sais? Donc, il faut faire un suivi. Donc, systématiquement, on a bâti une équipe qui va amener ces projets-là. Ensuite, on a une équipe de agreements, donc des gens qui sont experts dans la rédaction de contrats, parce que, bon, c'est pas si facile que ça de gérer la propriété intellectuelle, par exemple, dans les grands projets là, qu'on fait en collaboration. Mais on a des gens super chevronnés qui travaillent là-dessus au jour le jour. Donc, et on a plusieurs manières d'engager l'industrie dans la recherche pour que tout le monde y trouve son compte. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que je parlais peut-être un petit peu avant du chercheur qui a une idée puis que bon, ça devient très gros, très belle technologie. C'est quand même assez rare. Souvent, c'est des collaborations avec des compagnies, puis tu sais, avec le push-pull, puis dire, OK, moi, je pense qu'on devrait faire ça. Non, je pense que dans l'industrie, c'est mieux de faire ci. C'est cette interaction-là qui va créer vraiment de la valeur, beaucoup. Et souvent, ça peut être la compagnie collaboratrice qui va valoriser cette innovation-là ou cette invention-là. Mais donc, il faut s'occuper beaucoup des relations avec les entreprises. On en a quand même beaucoup à McGill, il y en a beaucoup au Québec aussi, là. Il y a toutes sortes de fonds. Il y a des fonds québécois, mais il y a des fonds fédéraux aussi pour ça. Les fonds MITAX, entre autres, Alliance, SNG, etc. Et on cherche... Et moi, je dirais que quand même, les gouvernements investissent des milliards de dollars dans les universités, puis ils veulent avoir un impact sur la société. Donc, il faut quand même réfléchir à ça. Et l'impact, oui, tout à fait, par la recherche, absolument. Mais il y a aussi moyen d'avoir un impact économique qui est plus important, selon moi, sans forcer personne, mais en favorisant les échanges, puis en célébrant les succès, puis en poussant plus loin, et en établissant des programmes aussi d'entrepreneuriat, genre Lean Startup, tout ça qu'on fait constamment. Effectivement, Rémi, ça s'apprend. You're not born an entrepreneur necessarily, right? Ça s'apprend, puis peut-être qu'il y en a qui le feront pas finalement, mais ça s'apprend aussi, puis c'est pas si complexe que ça. Alors. Puis, M. Chouinard, dans les incubateurs, là, si vous voulez favoriser les collisions, les interactions comme ça entre nos chercheurs, nos étudiants-chercheurs, puis l'industrie, comment vous faites? Ben, moi, je vais aborder la question différemment de nos 2 illustres invités ici. C'est que moi, je vais prendre la vision de le chercheur vient nous voir parce qu'on est le centre d'entrepreneuriat universitaire. Il a une idée, il a l'intuition qu'il est capable de prendre ses résultats de recherche et de trouver une solution à un problème dans un marché donné. Et là, il vient nous voir un peu démuni avec... Comme tu dis, Benoît, il n'a pas encore appris la méthodologie. Il ne sait pas encore comment faire ça. Et là, il a besoin qu'on le prenne par la main puis qu'on l'aide. C'est un excellent chercheur, mais c'est pas nécessairement un bon... Il n'y a pas encore les bases de la méthodologie entrepreneuriale. Alors, tout le côté encourager le chercheur à aller rencontrer des gens de l'industrie, à établir ces connexions-là, puis se confronter un peu à la demande réelle, aux besoins réels. Parce qu'on est dans, vous l'avez mentionné, push-pull, on est dans une dynamique où est-ce que on a
un chercheur, des chercheurs qui ont l'intuition que leur résultat de recherche peut servir à régler un problème, mais c'est encore une intuition, là. Ça demande une méthodologie très rigoureuse, un peu scientifique d'ailleurs, pas un peu, scientifique, parce qu'on pose l'hypothèse que ce que j'ai dans les mains comme résultat de recherche pose l'hypothèse que ça peut régler un problème et amener de la valeur dans l'industrie. Maintenant, le chercheur qui fait ça, il vient nous voir dans le but de créer sa propre entreprise. Donc, lui, c'est pas un transfert technologique. C'est, je vais créer ma propre start-up. Et donc, comme tu le mentionnais tantôt, là, il faut accueillir le chercheur et lui donner les bases méthodologiques à travers les programmes d'accompagnement, les formations, l'éveil, etc. Il y a tout un menu là, qui est disponible pour lui pour l'amener à rencontrer des gens. Et là, c'est la méthodologie classique là, de discipline entrepreneurship et autres. C'est d'avoir cette interaction-là pour arriver à avoir le product market fit, qui est très long, là, qui peut prendre des années dans certains cas, parce que des fois, la recherche est très en amont. Alors, il va avoir du va-et-vient et un peu de zigzag là, pour trouver son marché. Alors, nous, comme incubateur et comme centre d'entrepreneuriat universitaire et comme incubateur, c'est ça, notre travail. Et donc, c'est un peu différent d'une entreprise établie, petite, moyenne ou grande, qui a une stratégie d'affaires qui se traduit par des choix stratégiques, qui se traduit par une stratégie d'innovation et qui va arriver dans un processus de management de l'innovation et qui va avoir après ça les fameuses interactions avec les chercheurs des universités et tout. Fait que c'est un autre état d'esprit dans lequel il faut accueillir les chercheurs et bien les aiguiller dans leur processus qui requiert une méthodologie puis un accompagnement souvent dans la durée. On l'a dit tantôt, là, c'est super important. Une fois que l'entreprise est créée, là, Monsieur Champagne, on ne coupe pas les liens nécessairement comme ça avec les institutions de recherche parce qu'on veut continuer à innover comme entreprise, on veut continuer à avoir de la propriété intellectuelle, développer de nouveaux produits. Donc, comment ça se passe, les relations avec l'université par la suite? Tout à fait. En fait, il y a un défi de démarrage, on en a parlé, mais on a aussi mentionné le défi de s'inscrire dans la durée, donc dans une innovation qui est continue. Donc, je me permets de croire que la collaboration continue avec les universités, les institutions de recherche sont excessivement importantes. Donc, je dirais que dans les facteurs de succès, je pense que c'est important que les entrepreneurs et les entreprises scientifiques se sentent les bienvenus, se sentent aussi comprises par tous les membres de l'écosystème d'entrepreneuriat scientifique. Je crois que c'est important d'avoir une flexibilité, une rapidité aussi pour faire face au démarrage, à la croissance d'entreprises scientifiques, une flexibilité parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. On n'est pas toujours certain de la façon dont on va se valoriser. C'est notre travail comme entrepreneur scientifique de trouver la voie des résultats de recherche. Donc, flexibilité, rapidité, Simon l'a bien mentionné, puis moi j'y crois beaucoup, c'est un soutien local spécialisé à long terme. Les entreprises scientifiques ont un potentiel d'avoir beaucoup de retombées pour nos sociétés. C'est important de les soutenir dès leur début, mais aussi d'amener un soutien qui s'inscrit vraiment dans la durée. Puis, ça fait partie des éléments les plus importants, je crois. Je dirais deux points ici, là. C'est probablement fait jusqu'à un certain niveau, par exemple, à l'Université Laval là, ou par la ville de Québec. Mais des fois, on est trop québécois ou canadiens là, pour vraiment célébrer nos succès, nos grands succès. Pour voyez ce que ça a été fait et le répéter, pas le faire. Toi, tu parlais dans la durée aussi d'avoir plusieurs. Mais ça aussi, de dire, ce qui se passe, c'est passé en photonique à Québec depuis plusieurs années. On devrait le célébrer continuellement là. Pas nécessairement juste une fois par année parce qu'on a un sommet quelque part. Donc vraiment reconnaître les jeunes qui s'en vont vers ça et qui réussissent assez bien. L'autre point, c'est peut-être un peu à l'inverse, lorsque ça fonctionne pas. Ça arrive, bien sûr. Si ça fonctionnait tout le temps, ça serait fabuleux. Mais lorsque ça fonctionne pas,
les personnes qui ont été impliquées, l'équipe qui a été impliquée a appris quelque chose. Et ça aussi, le valoriser davantage. Lorsque j'étais avec notre ministre, avec Pierre, lorsqu'on a visité Israël il y a quelques années, je me rappelle, on discutait beaucoup avec eux. Finalement, tu manques ton coup la prochaine fois, tu fais faillite. Ben là, tu vas avoir appris quelque chose et tu peux te reprendre. Très souvent, ici, nous, on va avoir tendance à dire, ça n'a pas marché, leur histoire, ils sont pas nécessairement très bons. Donc, ça, cet aspect-là aussi, ça n'a pas fonctionné. On a appris quelque chose, on va faire mieux la prochaine fois et donner une deuxième chance ou une troisième chance aux coureurs. Je pense que c'est très important. Ça, on a du travail à faire au Québec sur ça. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, M. Quirion. Je crois aussi énormément au fait de mettre les jeunes entrepreneurs ensemble et les alumni ensemble et de partager ça. On a mis en place récemment à l'Université Laval, mais c'est un concept qui existe déjà, là. C'est des cercles de partage. C'est-à-dire qu'on invite des alumni dans des endroits qui sont sécuritaires, où est-ce que ce qui se dit reste là. Et c'est justement ça. Parce qu'on a vu dans les dernières années des entreprises, des jeunes entreprises très bien réussir et prendre comme individu une maturité extraordinaire. Ce sont devenus des entrepreneurs. Ça s'apprend par l'expérience, par des essais et erreurs. Faut le savoir. Et ce partage-là, on a maintenant peut-être aux 3 semaines là, des cercles de partage comme ça. Et effectivement, on a invité pas que des gens qui ont réussi, mais des gens qui ont eu des difficultés, et c'est très riche. Et donc, je pense que ce maillage-là, cette inspiration-là, des modèles auxquels on peut s'identifier, qui étaient à la place des bébés entrepreneurs il y a 4-5 ans maximum, c'est beaucoup, ça marche. On apprend énormément de ce type de partage-là. Puis en même temps, je suis aussi très d'accord avec ce que vous avez dit, que il faut viser le marché mondial. Il faut pas avoir peur d'avoir de la friction, hein, avec d'autres écosystèmes. Je trouve que ce que vous faites à McGill, par contre, par ailleurs, avec le Dobson Entrepreneurship Center, d'amener des startups à l'étranger pour aller chercher du financement, on veut faire ça. C'est ça qu'il faut faire. Dans une certaine mesure, c'est ce qu'il faut faire. Il faut amener nos startups, des gens comme toi, par exemple, il faut les amener à conquérir le monde. Et pour ça, il faut les mettre en contact avec. Il faut les sortir de la ville, il faut les sortir de la province, il faut les sortir du pays, et puis il faut les amener à conquérir des marchés. Nos startups, on veut qu'ils soient born global, c'est ça qu'on veut. Et la compétitivité des entreprises d'ici, si on veut qu'elles se démarquent à une échelle internationale, il faut qu'elles aient une proposition de valeur très concurrentielle, mais pas concurrentielle locale, concurrentielle mondiale. Alors, on a beaucoup de travail à faire, puis ça c'est lié à toute la conversation sur la commercialisation. Il faut penser ça global, là. Monsieur Champagne, vous l'avez un peu abordé tantôt quand vous avez dit on est un petit groupe de 20 qui soutiennent, et j'ai des petites souris qui disent dans mes oreilles que justement ces entrepreneurs-là scientifiques qui avaient émergé, vous êtes une petite communauté qui se tienne quand même assez serrée, puis qui s'aide, entre autres, quand vous avez des problématiques ou des questionnements dans votre commercialisation internationale. Comment ça se passe? Tout à fait. L'entrepreneuriat scientifique, on l'a dit, je pense que c'est un entrepreneuriat qui est unique. Donc, on a besoin de s'entraider entre entrepreneurs scientifiques. On reconnaît les spécificités de ce type d'entrepreneuriat-là. Donc, je pense que c'est très, très important de s'entraider. Aussi, je le mentionne, on est souvent, même si on est par exemple dans le secteur de force, l'optique photonique, on est souvent pas compétiteurs parce que presque toutes nos ventes se font à l'international dans des niches de marché qui sont différentes. Donc, c'est vraiment, l'entrepreneuriat scientifique, c'est un type d'entrepreneuriat qui favorise beaucoup la collaboration. Peut-être aussi un peu avec sa complexité. On a davantage besoin de s'entraider pour réussir. Puis, Simon l'a nommé tantôt, je crois que les cercles de partage, d'aider cette culture-là de l'entraide entrepreneuriale est excessivement importante. Donc, de s'entraider autant avec les entreprises qui sont naissantes, qui commencent, partager nos expériences pour favoriser le succès,
puis aussi d'aller chercher de l'aide auprès des entrepreneurs qui sont plus expérimentés. Moi, je l'ai vécu, j'ai participé à cette culture-là du partage, de l'échange, de l'entraide. J'y crois beaucoup, puis c'est très, très bénéfique. Donc, de réussir à rapprocher les entrepreneurs de toute génération, je pense que c'est très, très important pour maximiser les chances de succès de l'entrepreneuriat scientifique. Monsieur Boulet, en plus d'être fort en entrepreneuriat scientifique, McGill est particulière comme université parce qu'en plus, vous avez lancé, il y a de cela plus de 20 ans, les McGill International Entrepreneurship Conference. Donc, vous êtes les précurseurs en entrepreneuriat international avec le professeur Etemad. Comment vous avez fait pour bâtir une culture organisationnelle à la fois en entrepreneuriat scientifique et international? C'est une bonne question. Je pense que McGill, la force de McGill, c'est son aspect très international et le fait que depuis longtemps, on attire des gens qui deviennent entrepreneurs et qui restent fortement attachés à McGill. Donc, cette espèce de communauté d'alumni qui sont toujours là pour nous aider, ben, il y en a beaucoup là-dedans que c'est des grands entrepreneurs. Donc, ils ont intérêt, puis nous aussi, on a intérêt, surtout dans une école comme le Desautels, Faculty of Management, à faire des programmes qui sont d'entrepreneuriat, d'innovation, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt des donateurs aussi là-dedans. Donc, on peut aller chercher des fonds. Par exemple, le tour du Dobson, d'aller... tu sais, c'est des alumni de McGill dans différentes villes, à New York, Londres, tout ça, qui vont organiser ces sessions-là avec les startups de McGill. Alors, écoute, moi, je viens de la faculté de génie, de la faculté de management, on a des programmes ensemble, mais la faculté de management, évidemment, est très intéressée dans l'entrepreneuriat. Ils font de la recherche comme vous là-dessus. Et ouais, ça roule depuis vraiment un bon bout de temps à McGill, mais j'ai encore l'impression qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux, on peut en faire plus. Présentement, ce que j'essaie de faire, je sais pas si ça a peut-être pas été mentionné, mais je trouve que c'est un aspect très important pour le milieu académique, c'est que pour l'entrepreneuriat scientifique, il faut que ça soit une activité qui soit valorisée, mais aussi permise. OK? Parce que il y a toute une question de conflit d'intérêts qui vient en jeu quand tu as des subventions des agences et que tu as ta propre compagnie qui est basée sur la recherche dans ton laboratoire. Donc, ce qu'on a fait à McGill, on a fait très attention pour bâtir une politique de conflit d'intérêts et d'utilisation des laboratoires qui permet, en fait, à certaines, ce qu'on appelle les MSOs, McGill spin-offs, qui permettent l'utilisation du laboratoire pour faire de l'innovation, de la commercialisation, du product market fit et tout ça. Ce qu'on n'avait pas, ça fait juste 2-3 ans qu'on a ça, 3 ans peut-être. Et ça aide énormément parce que si tu fais de la recherche avec de l'équipement qui coûte des millions de dollars, ben quand tu quittes l'université, où est-ce que tu trouves cet argent-là pour te réacheter tout cet équipement-là pour faire avancer ton entreprise? Donc, on le permet jusqu'à 2 ans. On a toutes sortes de contrats. Mais encore là, la politique de conflit d'intérêts dit que non seulement c'est correct, mais c'est valorisé de faire l'innovation. Et oui, il y a des déclarations de conflit d'intérêts, mais on a toute disons, comment je dirais ça, un processus qui permet de favoriser l'innovation. Mais pour ça, il faut avoir une bonne politique, il faut le faire consciemment. Donc, je trouve que avec ça, j'ai espoir que ça amène encore plus de monde à dire, ben, je vais en faire parce que c'est pas quelque chose que je me cache là dans le coin. À mon rapport, c'est quelque chose qui va être valorisé pour. Peut-être j'ajouterais juste là-dessus que le faire connaître. Vraiment, tous ces règles-là, les possibilités, vraiment l'ouverture, bien en parler. Oui, toi, tu viens par exemple de la faculté de génie, tu disais, mais dans toutes les facultés, même à l'intérieur de la même université, pour que tout le monde comprenne un peu là, comme qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a encore des défis de ce côté-là. Mais je pense que si on le fait connaître davantage à l'intérieur même de l'université ou des collèges, et aussi dans la société civile, concitoyens, concitoyennes. Tu parlais de alumni de McGill. Moderna est à Montréal pour certaines bonnes raisons aussi. Là. Donc, ça paye ça aussi, en parler davantage au public. Là. Vraiment, ça s'en vient ici. Des anciennes McGill. On va avoir
vraiment la possibilité de créer, de produire des vaccins à l'ARN et de la recherche dans ce domaine-là. Donc, de faire connaître davantage, pas seulement une fois, première page dans le journal de la presse ou le devoir, là, mais d'avoir des répétitions dans la société civile, c'est très important. Et j'aimerais beaucoup faire un petit peu de pouce là-dessus. À l'Université Laval, nous avons lancé une grande campagne de promotion de l'entrepreneuriat scientifique le 17 mai dernier avec Luc Sirois qui était présent et professeur Clément Gosselin et Louis-Philippe Dallaire de détection et quelqu'un de Créaforme, voilà, Marco Saint-Pierre, tout à fait, puis toi-même, Sophie, qui était là. Et cette campagne-là, c'est justement pour faire connaître. Parce qu'effectivement, il y a un enjeu de faire connaître ça à tous les acteurs présents à l'interne dans l'université. Il y a les vice-rectorats, il y a les facultés, il y a les départements, il y a les instituts, il y a les labs, il y a tout ça. Et ça crée une effervescence, ça crée une conversation. Et ça arrive avec un plan d'action aussi de rencontre terrain. Vous parliez tantôt de Benoît de la fonction qui était de celle de se promener à travers l'université et de rencontrer avec les industries. Ben ça vient avec des rencontres. On en a une ce midi au Centre d'optique photonique et laser avec Claudine Allen qui est professeure et l'entreprise Détection. Et il va y avoir 40-50 personnes. Et qu'est-ce qui se passe? Ben c'est qu'on donne un exemple d'entrepreneur scientifique qui est parti d'un lab puis qui a finalement maturé puis qui a commercialisé, en fait, qui est en train de commercialiser. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut c'est des défis internes puis ça permet aussi de faire des connexions à l'externe. Mais de faire connaître, c'est incroyable comment on peut constater qu'à l'intérieur d'une université, c'est gros l'université, si on a 10 000 enseignants, parmi ceux-là, quels sont lesquels qui connaissent les ressources disponibles pour entreprendre ou qui même savent que c'est possible de le faire, que c'est encouragé, on a encore bien du travail à faire là-dessus. Oui, effectivement, le FRQ et Axelis ont lancé un projet de recherche pour savoir justement comment stimuler l'entrepreneuriat scientifique dans les universités québécoises. Et parmi l'ensemble des universités québécoises qui ont participé à l'étude, c'est effectivement là, ce que vous venez d'énoncer qui a bien ressorti. Donc, le fait que les gens qui se lancent en affaires veulent vraiment avoir un impact. Donc, avoir un impact économique, social dans l'économie, mais ils veulent aussi, pour pouvoir se lancer, être certains qu'ils ont le droit de le faire. Et ce serait le plus grand frein à l'entrepreneuriat scientifique, c'est qu'à défaut de savoir si on a le droit, il y a des professeurs, des professionnels de recherche et des étudiants gradués qui vont s'abstenir. Alors, si on veut avoir une culture québécoise plus forte en entrepreneuriat scientifique, puis qu'on veut envoyer justement le signal à tous ces gens-là qu'ils ont le droit de se lancer en affaires, et à la fois la communauté d'affaires, que nos universités sont ouvertes à cet entrepreneuriat scientifique-là, à ces collaborations de recherche et développement avec l'industrie, comment on peut faire? Je pense qu'il faut, ce que je disais tantôt, c'est qu'il faut établir une réglementation. Ça a l'air plate de dire ça, là, mais une réglementation qui permet de le faire et ensuite célébrer vraiment ceux qui le font. OK? Et donc, parce qu'il y a toujours dans le fond d'un chercheur de dire, ben, si je développe ma propre compagnie, est-ce que je suis en train d'enfreindre quelques règles que je connais pas? Tu sais, peut-être que je devrais pas faire ça, j'ai un conflit d'intérêts, tout ça. Vous l'avez dit, c'est vrai. C'est encore vrai, ça change un peu, mais aux États-Unis, c'est pas comme ça vraiment. Aux États-Unis, c'est do it, fail fast, failure is a badge of honor, tout ça. Et on recommence et on en fait plus. C'est assez rare que les professeurs vont quitter et devenir le CEO ou le CSO d'une compagnie. Ça arrive quand même assez rarement. C'est arrivé, par exemple, à Broadcom, je sais pas, à Stanford, tout ça. Mais très souvent, ce qu'on voit, c'est des étudiants au doctorat ou au PhD qui sont intéressés ou après la maîtrise, qui disent, ben, moi, ce serait le temps de lancer là, parce que j'adore ce qu'on fait, je pense qu'il y a un marché. Et avec tous les outils qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas il y a 15 ans, tous les services, ben, ça permet aux gens de dire, je vais le faire, ça va être valorisé, mon temps va être compté là-dessus. Autrement dit, quand je vais remettre mon rapport annuel, ça sera pas comme j'ai passé 6 mois sur quelque chose, puis personne ne met de la valeur là-dessus parce que ça, c'est de l'innovation. J'ai passé 6 mois à rencontrer 200 entreprises ou investisseurs et tu sais, j'ai amené mon entreprise un petit peu plus loin. Ben, c'est de la valeur, ça. Alors, tout ça, je pense que
en établissant les règles, parce que je dis souvent qu'il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas de conflit d'intérêts. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Donc, il faut les gérer, tout simplement. Et puis ensuite, célébrer le succès et mettre en place toutes sortes de programmes pour aider. Oui, je reviendrai aussi sur ça, là, célébrer le succès, mais aussi ce qu'on essaie de faire un peu, là, puis Excelis essaie de faire aussi. Oui, l'innovation, on a parlé surtout de l'innovation, je dirais, technologique, mais aussi célébrer l'innovation sociale. Fait que là, ça nous permet peut-être d'aller chercher d'autres groupes dans l'université, d'autres facultés. Ça peut avoir un impact énorme. Hein. Par exemple, les garderies au Québec, la création de garderies au Québec, c'était fabuleux. Là. Fait que de l'innovation sociale, des fois c'est plus difficile à quantifier, mais quand même de célébrer aussi l'innovation sociale, pas seulement technologique. Ça permet des fois de diminuer quelque peu les tensions à l'intérieur d'une institution. Bien, merci à vous tous pour ces échanges très éclairants qui nous ont permis d'en savoir davantage sur les rôles des différentes catégories d'acteurs qui favorisent l'innovation et l'entrepreneuriat scientifique dans nos écosystèmes entrepreneuriaux québécois. Et espérons que ces échanges-là sont seulement un point de départ pour permettre encore davantage aux acteurs de l'écosystème de collaborer pour innover. Merci beaucoup. Au revoir.